Bonjour et bienvenue sur Lemon Trip. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, le 4L Trophy bat son plein et c'est l'occasion de voir un petit peu sur les forums et sur les groupes d'entraide les différents problèmes que rencontrent les équipages. Et au listing des galères, il y a les accidents communs qui ont lieu tous les ans, les pannes récurrentes, mais il y a aussi un constat que je me fais, c'est que les voitures sont de moins en moins bien préparées, ou en tout cas elles sont de moins en moins fiables. Et c'est vrai que ces 5 dernières années, le marché de la 4L et globalement l'état du parc automobile autour de la 4L a un petit peu évolué. Il y a de plus en plus de voitures qui ont fait des raids, il y a de plus en plus de voitures qui rentrent en collection, qui sont restaurées. La cote a beaucoup évolué et j'ai remarqué que sur YouTube, les guides d'achat commençaient à dater un petit peu et je me suis dit du coup que c'était une bonne idée de faire une petite mise à jour. Alors, installez-vous, prenez un snack, un café et on est parti d'abord avec les premières configurations pour bien choisir d'abord sa 4L. Alors il existe 3 grandes déclinaisons du modèle Renault 4. Tout d'abord il y a la berline, c'est celle qu'on imagine en premier. C'est le modèle familial qu'on a tous déjà croisé. C'est une voiture qui, pour un usage collection ou pour un usage régulier, est très agréable. En plus c'est facilement logeable, on peut quand même mettre pas mal de choses dans le coffre. Pour un raid ou pour un usage un peu plus baroudeur, c'est peut-être un peu léger. Je m'explique. Les aménagements que vous allez pouvoir faire dedans représentent déjà à eux seuls un poids et la 4L n'a pas une charge utile énorme, c'est-à-dire qu'une capacité d'emport qui est énorme. En plus, c'est vrai que c'est une voiture dans laquelle effectivement vous pouvez mettre un aménagement, mais dormir dedans, dans un modèle berline, ça va vraiment être compliqué. Pour aller plus loin, sur le même châssis que la berline, il existe la Renault F4. Donc là, c'est la fourgonnette, la petite fourgonnette. Et elle, pour le coup, elle a une capacité d'emport un tout petit peu supérieure, mais surtout, elle a une logeabilité qui est vraiment plus importante. En plus, elle a un girafon. Donc le girafon, c'est cette petite porte qui s'ouvre à l'arrière en hauteur, en fait, qui était dédiée aux artisans, en fait, pour qu'ils puissent mettre leurs échelles ou des éléments très longs à l'arrière de leur voiture. Et là, pour le coup, cette voiture-là, pour le peu que vous ne soyez vous-même pas très grand, vous pourriez dormir dedans. Comme elle reprend le châssis de la berline, a priori, il n'y aura jamais de pépins en termes de disponibilité de pièces. En plus, c'est vrai qu'elle est plus jolie que la grande fourgonnette, en tout cas, moi je trouve. C'est la version toute ronde, c'est Madeleine, celle que vous voyez sur la chaîne. C'est une Renault F4. Elle est assez répandue, elle a été utilisée par les services d'administration, la Poste, EDF, par beaucoup de sociétés, par des communes, par les pompiers, par tout un tas d'organisations. Et aujourd'hui, c'est la fourgonnette la plus commune. Après, il existe aussi la Renault F6, et là, c'est la grande fourgonnette qui est un peu plus rare, qui est sur une base de châssis rallongé, qui est un petit peu moins esthétique, mais pour le coup, en vrai, si vous voulez faire un usage baroudeur à plein temps et que c'est vraiment tout le crédit que vous voulez lui donner, la F6 c'est réellement pour moi en vrai la meilleure solution. Déjà parce que vous avez beaucoup plus de place pour dormir dedans. Si vous voulez mettre un siège spécial un petit peu plus confortable qui sera moins mobile, vous pourrez malgré l'aménagement que vous avez mis derrière. La capacité d'emport est vraiment plus importante et de manière générale c'est une voiture qui reprend l'ensemble de la base technique de la Renault 4, donc d'un point de vue fiabilité et disponibilité des pièces, vous ne serez pas embêté. Ensuite, il existe les versions préparées. La Renault 4 est passée entre de nombreuses mains, y compris par des filiales de Renault. Il y a par exemple le cas de la Renault 4 Simpar, donc c'est une version 4x4 qui a été lancée en 1964. Et là, pour le coup, oui, c'est une vraie arme pour ceux qui veulent barouder avec leur 4L. Mais par exemple, pour un 4L Trophy, c'est pas forcément nécessaire. Honnêtement, la plupart des Renault sont uniquement des tractions. Donc, a priori, vous avez les mêmes chances que tout le monde avec une Renault 4 traditionnelle. La Renault 4 Simpar, c'est aussi des pièces spécifiques, avec une transmission spécifique. Si ça casse, vous êtes tout seul. C'est notamment un conseil qu'on peut donner aux gens qui veulent préparer leur voiture avec des moteurs différents, des moteurs de Renault 5,
voire avec des préparations énormes, c'est très bien. Mais une fois sur place, si ça casse, vous êtes seul au monde. Il n'y a personne qui aura la pièce disponible pour vous dépanner. Donc c'est pas forcément le meilleur choix pour partir dans des grands événements comme ça. Et enfin, bon, je l'évoque pour les collectionneurs, mais effectivement dans les variations autour de la Renault 4, il y a la plein air, qui était une version, on va dire, buggy de plage, qui ressemblait un peu à une Méhari. C'était globalement la concurrence qu'il y avait en face chez Citroën. Et là, pour le coup, c'est un véhicule qu'on retrouve même très peu en vente, qui est réellement dédié à un usage purement collection. Ça atteint des prix qui sont de toute façon pas très avouables. On peut voir une plein air autour des 30 000 € sans aucun souci. Donc, vous avez choisi soit une berline, soit la petite fourgonnette, soit la grande fourgonnette, soit une version spécifique sympa. Bon, c'est grosso modo les grandes variations. Pour tous les jours, une berline. Pour un usage polyvalent, la F4. Et pour des raids, ma préconisation, c'est d'aller vers les F6. Mais attention, elles sont assez rares. Et maintenant, il faut choisir un moteur. Et là, pour le coup, le moteur, je vais être assez bref, assez simple. Grosso modo, jusqu'au début des années 80, on a le Billancourt, qui est un moteur un peu plus ancien. Et ensuite, les moteurs modernes, qu'on a retrouvés même jusqu'au début des années 2000 chez Dacia, avec le Cléon Fonte, qui est le moteur un peu iconique aujourd'hui sur la Renault 4. Il y a assez peu de Billancourt aujourd'hui qui tournent dans des raids notamment. Les pièces sont un petit peu moins disponibles de manière générale, la fiabilité est un peu moins bonne, mais par contre c'est vrai que le bruit du Billancourt, moi c'est quelque chose que vraiment j'adore. Après, dans les déclinaisons du Billancourt, prenez quand même le 750, c'est le plus puissant. En dessous, vous risquez de vraiment traîner de la patte. Mais pour un usage plus régulier, on va se concentrer sur les moteurs plus modernes, avec le Cléon Fonte. Alors il faut savoir que c'est un moteur ultra répandu. C'est un moteur qui a été retrouvé jusque dans les années 2004, je crois, chez Dacia encore. C'est un moteur qui est assez fiable quand même. C'est un moteur dont les pièces sont complètement disponibles à peu près partout. Vous pouvez le trouver à moindre coût, même d'occasion. On trouve pléthore d'exemplaires de moteurs qui ont été refaits ou non. Voilà, c'est un moteur qui a été diffusé très très largement. Globalement, il y a la version la plus puissante qui est un 1,1 litre. Bon, ça va pas chercher loin non plus, hein, c'est une trentaine de chevaux, c'est 34 chevaux. Mais c'est pour moi, pour un usage régulier, le meilleur choix, concrètement. Ça fait un moins joli bruit, mais c'est le meilleur choix. Et plus surprenant, alors ce sera pas pour les trophistes, mais dans la famille 4L, il y a aussi des versions GPL. Et j'ai été très surpris d'en voir plusieurs, notamment dans des versions La Poste, puisqu'il y avait la bicarburation qui était disponible simplement sur la commande auprès des administrations. Et La Poste a choisi plusieurs exemplaires en GPL. Elle est vraiment, vraiment fiable. Donc, si vous arrivez à trouver une version GPL pour rouler tous les jours, vous avez une pièce que tout le monde n'a pas, pourquoi pas. Ça peut être une bonne idée. La Poste d'ailleurs a pas mal de subtilités, on en parlera plus tard dans une prochaine vidéo. Et enfin, pareil, je le dis plus pour votre culture, mais la version électrique de la Renault 4 a existé aussi dans les années 70, au début des années 70. Elle avait été présentée, je crois, à un mondial de l'auto. Donc comme quoi la Renault 4 électrique, finalement, c'était déjà une histoire ancienne. Ensuite viennent les phases de Renault 4 qui se sont succédées. Globalement, on va pouvoir distinguer 4 grandes phases de Renault 4. Il y a beaucoup de 4 dans cette histoire. La première itération de la Renault 4, c'est de 1962 à 1968. Et je ne vais pas en parler beaucoup parce que cette version-là, elle est vraiment dédiée aux collectionneurs. Les intérieurs sont très spartiates, sont assez anciens. Ça correspond à un véhicule d'entrée de gamme, à un moment où il fallait aussi remotoriser la France, même si la 4 chevaux était passée par là avant. Donc c'est pas un usage qui est très agréable pour rouler tous les jours. C'est pas un usage qui est du tout envisageable pour un raid. Donc c'est vraiment pour les collectionneurs.
Après, il y a des versions avant 67 qui sont très collector. Il faut savoir aussi, par exemple, pour l'anecdote, que le moteur à chaîne, donc tous les moteurs des Renault 4 sont fiables parce qu'entre autres, ils sont à chaîne. Mais avant 65, les moteurs étaient encore à pignon. Donc c'est vraiment la préhistoire de la Renault 4. Et là, c'est un sujet qui pourrait être, dont on pourrait parler pendant des heures. La première version intéressante pour un usage moderne de la Renault 4, c'est celle qui va de 1968 à 1974. Donc c'est les premières phases modernes, entre guillemets, avec notamment la calandre en aluminium qui est assez reconnaissable. Bon, après, il y en a beaucoup qui montent la calandre alu sur des modèles plus anciens. Mais c'est une version qui est vraiment dans sa conception beaucoup plus aboutie, qui passe déjà en 1970 aux 12 volts. Alors ça paraît rien, mais ça montre vraiment une vraie évolution. Cette version se poursuit jusqu'en 83, même si entre-temps elle perd les petits clignotants ronds qui sont super mignons. Enfin moi j'adore cette version du début des années, du milieu des années 70. La grosse évolution, là où la Renault 4 rentre dans la modernité, c'est avec la version 83, où là l'intérieur change, le tableau de bord change complètement, c'est plus un tableau de bord plat, mais c'est celui de la Renault 5 en fait tout simplement. Et notamment dans les années 80, on voit apparaître les freins à disque à l'avant, et c'est quand même pas du luxe. Donc, pour résumer, avant 68 pour les collectionneurs, avant 83 pour ceux qui veulent un usage en collection, on va dire dynamique, et en usage régulier. Et à partir de 83, pour moi, c'est là où il faut vraiment se pencher, et c'est là où la plupart des exemplaires sont piochés pour aller faire des raids notamment. Mais c'est vraiment plus moderne. Pour exemple, Madeleine, donc toujours la voiture de la chaîne, elle est de 84. Donc j'ai les freins à disque à l'avant, donc j'ai pas mal de choses. Enfin voilà, c'est grosso modo les différentes phases à distinguer. Et pour terminer, je voulais vous parler des différentes éditions spéciales qui ont été commercialisées tout au long de la vie de la voiture. C'est des voitures qui peuvent représenter un intérêt pour les collectionneurs, mais on le verra finalement, il ne faut parfois pas trop s'arrêter à ces noms. Mais je vais commencer par déjà toutes les phases société, ou en tout cas des voitures d'administration par exemple. Tout ce qui est PTT, EDF, tout ce qui est parfois des voitures de communes. Tout ça, ce sont des voitures qui ont été commercialisées vraiment. Il y en a eu des caisses, je crois qu'il y a eu 15 000 voitures qui ont été données par exemple à la gendarmerie, qui ont été vendues à la gendarmerie. C'est énorme, donc vous arrêtez pas à ça. Il y a même des fois des options intéressantes sur ces voitures-là. On pourra en parler plus longuement si vous voulez dans une autre vidéo. Mais en dehors peut-être des services Renault qui peuvent avoir un intérêt pour les collectionneurs. Donc celles-ci, à la limite, laissez-les aux collectionneurs, ils vous en remercieront, et puis vous les paierez certainement moins cher. Sinon, pour les voitures, tout ce qui est société, vous pouvez y aller. Après, il y a la Parisienne, qui est une voiture assez iconique du début de la Renault 4, et qui là, pour le coup, je l'évoque pour vous la montrer, mais c'est vrai que de toute façon, on la voit pas en vente. Quand il y en a une en vente qui apparaît, elle s'adresse tout de suite à des collectionneurs. Donc vous inquiétez pas, vous n'allez pas en croiser de sitôt à part en rassemblement, mais elle est plutôt jolie. Après, dans les phases qui pourraient vous concerner en tant qu'acheteur à un usage moderne, je peux vous citer notamment la Jogging qui est apparue en 81, la 60s en 85, ou encore la carte jaune en 91, et la série Bye Bye en 92, qui a été la dernière du coup série spéciale de Renault 4, pour tout simplement fêter la fin de la voiture, tout simplement. Tout ça, ce sont des voitures qui, bien qu'elles soient modernes, en réalité, elles ont quand même un intérêt parce qu'elles ont été diffusées en petite série. Et s'il doit y avoir des collectors plus tard dans les derniers millésimes des Renault 4, ce sera parmi elles. Donc vraiment, ce serait assez dommage d'emmener ça sur des terrains qui s'y prêtent pas. Donc pour résumer, quelques conseils que je peux vous donner. Depuis 5 ans, les prix, ils ont quasiment doublé. Mais d'un autre côté, le conseil que je peux vous donner, c'est que, encore une fois, il y en a eu 8 millions de produits. Et là, pour le coup, on est monté très haut en termes de prix, donc prenez votre temps. Il y en a pléthore à vendre.
Ouvrez Le Bon Coin, je veux dire, il y a des annonces, il y en a des dizaines. Donc vraiment, vous avez l'embarras du choix. Prenez votre temps, cherchez, fouillez. Un autre conseil éventuellement, c'est d'aller chercher sur des marchés étrangers, puisque la voiture elle a été commercialisée notamment en Espagne. Et là pour le coup, c'est des voitures qui sont vendues un poil moins cher. Et ça peut être une bonne idée de faire un peu de route pour aller chercher votre voiture. Un autre conseil, c'est peut-être de ne pas mettre vraiment moins de 3000 € dans la voiture. Je m'explique. Encore une fois, sur les raids, là, on voit de plus en plus de voitures qui partent là-bas, mais avec du mastic de partout, des voitures qui roulent même plus droit. Enfin, en vrai, c'est assez inquiétant, je trouve. Et en dessous de 3000 € en base saine, on n'en voit plus. Enfin, on va faire un petit tour tout à l'heure sur Le Bon Coin. Je vous ai présélectionné des annonces, mais vraiment, même quand je croise des voitures au quotidien, c'est vraiment un seuil que je vous conseille. Et d'ailleurs, plutôt que de regarder sur Le Bon Coin, vous auriez tout intérêt à regarder les rassemblements qui ont lieu autour de vous. Parce que parfois, c'est là où on fait les meilleures affaires et c'est surtout là où on trouve les voitures qui ont été les mieux entretenues, celles qui ont été bichonnées par leur propriétaire. Privilégiez une vente avec un passionné. Vous paierez peut-être un peu plus cher, mais au moins vous avez une voiture qui vaut vraiment le coup. Voilà dans les gros conseils ce que j'ai à vous dire. Donc pour résumer, si vous voulez un véhicule à restaurer et que vous avez les compétences et les moyens de pouvoir le restaurer dans de bonnes conditions, comptez entre 1000 et 1500 €, mais vraiment grand maximum, pour une base à restaurer. Pour un véhicule sain avec un châssis correct, un moteur qui tourne et une caisse saine, partez plutôt sur un budget minimum de 3000 €. Ensuite, pour un véhicule déjà préparé raid et bien révisé, comptez entre 6000 et 6500 €, peut-être avec un petit budget supplémentaire pour une F6, mais surtout prévoyez un petit budget, je dirais en gros 1000 €, peut-être un peu moins, pour votre révision d'après raid. C'est le meilleur moyen de pouvoir garantir votre revente. Et enfin, pour les collectionneurs, un véhicule avant 70 pour collection, ça ira chercher autour des 7000 €, à partir de 7000 €. Et après, pour des éditions un peu plus remarquables, là, c'est la loi de l'offre et de la demande. Ce qu'il y a à vérifier sur place, la première chose à checker sur une Renault 4, c'est la rouille. C'est le mal de la voiture, c'est réellement ce qui les bouffe toutes. Il y a des points stratégiques, donc quand vous allez visiter, quand vous allez voir une 4L, prenez votre tournevis et vraiment faut y aller quoi. Mettez-vous sous la voiture, il y a des points stratégiques, donc par exemple le plancher, les longerons, la fermeture avant du châssis qui est assez sujette aussi à la rouille. Et là, dès que vous voyez une boursouflure sur la peinture, n'hésitez pas à prendre votre tournevis et à taper dedans, à creuser et à voir si vous passez à travers parce que c'est assez souvent mauvais signe. Une voiture trop propre pourrait presque être un sujet d'inquiétude s'il n'y a pas de photo de la restauration en cours de route parce que vraiment c'est un sujet qui n'épargne aucune voiture. Et surtout ne vous fiez pas au contrôle technique. Le contrôle technique peut très bien passer à côté d'énormités en termes de structure de châssis. Donc ne vous fiez qu'à vous-même. Regardez aussi la partie du longeron à l'arrière. C'est quand même ce qui tient les demi-trains arrière, donc c'est assez important. Après, sur une visite de voiture, moi j'ai même déjà pris des compressions moteurs. Alors c'est un peu plus technique, mais là-dessus il y a plein de vidéos sur YouTube qui existent. Moi-même je peux en faire une si ça vous intéresse. Mais allez-y avec un manomètre, ça coûte rien sur Amazon. Vous enlevez une bougie, c'est ultra accessible sur une 4L. Vous mettez l'embout avec le manomètre. Vous demandez à un ami ou au propriétaire de mettre le contact et vous verrez tout simplement l'aiguille, en gros la compression de chaque cylindre. Vous répétez l'opération sur les 4 cylindres et là l'écart entre les différents cylindres ne doit pas être trop important. Si vous avez 0,5, ok à la limite, mais si vous avez 2, même 1,5 d'écart entre 2 cylindres, passez votre chemin, ça veut dire que le moteur tout simplement n'est plus assez étanche et que vraisemblablement vous allez avoir un souci soit de segmentation, soit de culasse. Et là, s'il y a un écart trop important, vous savez que vous partez dans une restauration du moteur.
Et ça à prendre en compte au moment de la négociation. Un autre conseil qui est intéressant au moment de l'achat et de la visite, c'est tout simplement quand vous roulez, la voiture doit rouler droit. Alors ça peut paraître bête, mais allez sur une ligne droite, lâchez votre volant. Si la voiture elle tire d'un côté, ça peut être un parallélisme, il y a de fortes chances que ce soit un parallélisme. Ça peut être un châssis qui se goupille un peu mal, qui est un peu vrillé. C'est pas forcément une bonne nouvelle, une voiture qui ne tire pas droit. Donc pensez-y, en vrai, c'est un détail à la con, mais il faut y penser. Bien sûr, pendant l'essai, pensez à monter toutes vos vitesses et à descendre toutes vos vitesses. Tout doit passer sans accroc. Une 4L, c'est pas non plus une boîte ultra archaïque, donc les vitesses se passent très très bien toutes seules. Une 4L peut accélérer. Une 4L avec un Cléon fonte, un 1,1 litre, ça passe le 120, il n'y a pas de problème. Donc testez bien, emmenez vraiment la voiture. En essai, on est souvent assez timide. Et alors qu'en réalité, il faut y aller, quoi. Enfin, pour revenir sur l'inspection châssis, surtout, si vous voyez des ajouts, des plaques en métal, des choses qui ont été soudées mais vraiment pas proprement, qui sont vraiment trop apparentes, ou pire que ça, si vous allez, dès que vous grattez un peu, vous voyez une tôle un peu bizarre, que vous grattez un peu, c'est blanc, donc ça veut dire que c'est du mastic. Fuyez, vraiment fuyez. Vous êtes sûr qu'en dessous c'est pourri. Donc là pour le coup c'est une restauration qui a été faite très très rapidement et puis après on jette la voiture. Vraiment c'est là, s'il y a du maquillage, passez à votre chemin. En plus ça veut dire que le vendeur il vous a pris pour un con, donc ça vaut vraiment pas le coup. Encore une fois, je referai peut-être une vidéo pour les contrôles à faire lors de l'achat d'une voiture, mais il y a tout ce qui est contrôle des ouvrants, vérifier que tout fonctionne, vérifier que les équipements fonctionnent. Sur une Renault 4, il n'y en a pas beaucoup, donc vraiment, allez-y. Vérifier que après l'essai, le refroidissement commence pas à bouillir. Ça veut dire que c'est vraiment pas bon. Il ne faut pas qu'il y ait trop de boue non plus dans le vase d'expansion du liquide de refroidissement. Si vous voyez dans le fond de la boue, ça veut dire que le circuit vraiment est à nettoyer, voire à changer. Donc voilà un petit peu pour les points auxquels je pense dans l'immédiat. On pourra refaire un tour si vous voulez dessus. Maintenant je vous propose d'aller faire un tour sur Le Bon Coin et je vais regarder des annonces. Je vous en ai sélectionné quelques-unes parce qu'il y en a vraiment une liste incroyable. Du coup allons-y, on va faire un petit tour sur Le Bon Coin, voir un petit peu les retours que je peux vous faire. Alors du coup la première annonce que je vous ai sélectionnée, pour le coup c'est un peu symptomatique des choses qu'on peut voir sur le marché. C'est un peu un classique, c'est-à-dire que c'est un abandon de projet. C'est un véhicule qui a probablement été stocké à l'extérieur. Base de restauration, mais légère corrosion plancher, ça veut quand même dire que le châssis, le plancher au global, à mon avis, est mort. Partez de ce principe-là, vraiment. Boîte de rechange fournie, ça veut peut-être dire aussi qu'elle a des problèmes de boîte de vitesse. 1600 €, concrètement, allez, on va passer son chemin. C'est un ancien, d'ailleurs, regardez, c'est l'ancien tableau de bord des années 70, du coup, de la version intermédiaire. Puis là on voit le châssis. On passe notre chemin. Ensuite, effectivement, alors F6. Donc là c'est la grande fourgonnette. Celle d'avant c'était la petite fourgonnette. Là on part sur le grand modèle de fourgonnette. Tableau de bord années 80. Le ciel, la sellerie classique de la Renault F4, F4, F6. On voit absolument pas, il n'y a pas de photo du plancher particulièrement. Vraisemblablement, encore une fois, 2000 €. On part du principe que le châssis est bouffé. Partez réellement de ce principe-là parce que ce sera le cas. 134 000 km. Après, le contrôle technique, enfin le kilométrage. Partez pas avec des a priori. Réellement, une Renault 4, tant que c'est pas 200 000 km, tout va bien, quoi. Je veux dire, même la mienne, ma Renault 4 avait un moteur encore à peu près tenable à 250 000 km, 240 000 km même pour être précis.
Donc c'est pas forcément un élément à prendre en compte. Mais là, tôle de plancher fournie, rouille perforante, ouais, bon, bah voilà quoi. C'est vraiment là, je vous montre deux exemples assez symptomatiques. 2000 € ferme, partez du principe qu'un châssis neuf c'est 2000 €. Peut-être partir sur une version déjà plus saine à la base, ça pourrait être une bonne idée, surtout que si vous démontez votre châssis, pour arriver au châssis déjà, vous allez vous rendre compte qu'il va falloir changer beaucoup d'autres pièces. Donc là, c'est pas forcément des bons plans. Ensuite, on arrive sur une Renault F4. Ah bah là, du coup, c'est la version espagnole. Donc en fait, en Espagne, ils ont eu une version de la F4. Si on reprend par rapport à la première version que je vous ai montré tout à l'heure, ici, elle est un peu plus haute et c'est une spécificité espagnole. 3500 €. Bon, c'est une 78. Alors, c'est une plaque espagnole. Bon, bah après ça, encore une fois, importer un véhicule, c'est vraiment pas compliqué. En moins d'un mois, c'est fait. En 2 semaines, c'est fait. Bon, allez, comptez un mois. Idéal 4L Trophy. Je trouverais ça dommage, presque d'emmener ça au Trophy, mais si elle est saine en termes de châssis, batterie à changer. Bon, d'accord. C'est pas forcément très fourni. Là, je vois déjà qu'il y a un chauffage qui a dû fuir et donc le liquide de refroidissement est très corrosif. Donc la partie avant, là, tout ce qui est fermeture du plancher à ce niveau-là a peut-être déjà bien bouffé. Là, il y a le radiateur de chauffage qui est derrière ici et qui, à mon avis, fuit. Après, là, la photo est en extérieur, c'est jamais très rassurant. Dans les points de vérification de rouille dont je vous parlais précédemment, il y a la fermeture ici du châssis qui est du coup à l'avant dans le passage de roue et donc il y a plein de boue qui s'accumulent là et ça bouffe derrière la tôle. Il y a les points de cric très importants qui se situent en dessous à ce niveau-là. La partie support de brancard, de support de train arrière ici, qui est assez régulièrement bouffé parce qu'en fait à l'intérieur il y a un isolant, une sorte de laine, de polystyrène dans laquelle l'humidité reste piégée et ça bouffe la bagnole. Donc c'est vraiment pas une bonne idée de partir sur cette partie-là bouffée en tout cas. Voilà. Bon, ben on passe à la suivante. Bon, alors là on passe sur une fourgonnette de 67. Ben là, clairement, 6 000 €, c'est hors de prix, soyons tout à fait honnêtes, mais c'est un 750 cm3, bon. C'est un usage collection, stocké au sec, oui, bon, mais elle a souffert un petit peu. Mais dans l'idée, ce que vous avez là, ça peut être effectivement plus dédié à un usage collection qu'un usage quotidien. Puis là, il y a vraiment trop de travail par rapport au prix. Il a déjà baissé son prix et à mon avis, il va continuer de la baisser. Ensuite, les survivantes, effectivement. Alors, dans ces annonces-là, donc les véhicules qui ont déjà fait le Trophy, un Trophy, ok, vous pouvez encore y aller. 2, 3 Trophy, elles sont rincées les voitures, elles ont été secouées, et là il y a rien à faire. Vous pouvez vraiment avoir des gros ennuis avec ces voitures-là. Mais là, pour le coup, on peut aussi faire des bonnes affaires parce que des fois, les trophistes s'attachent à leur voiture et décident de restaurer leur voiture en revenant du trophy. Donc, un trophy, pourquoi pas. La voiture, en tout cas, bon, encore une fois, il n'y a jamais beaucoup de photos, c'est toujours un peu dommage. Surtout dans le désert, les voitures sont sales, alors on peut pas voir grand chose. Restauré complètement en 2017, donc avant d'avoir fait le Trophy. Un moteur Cléon 110, donc le moteur, on va dire, de base de la Renault 4. Donc pourquoi pas, boîte 4 vitesses, bah oui. Et ligne d'échappement inox. Alors, partez toujours du principe que les accessoires comme des lignes d'échappement ou des équipements particuliers, c'est pas valable dans le prix en fait. C'est-à-dire que c'est pas
c'est pas des équipements qui font monter la cote de la voiture. C'est pas des équipements qui vont faire monter la cote de la voiture. Partez vraiment du principe que une ligne d'échappement, ça a fait plaisir à celui qui a conduit la voiture. Il a claqué 300-400 € dedans, mais c'est pas à vous de la repayer derrière. C'est-à-dire que c'est pas un argument pour moi. Voilà. Après, il y a des équipements qui peuvent vraiment valoir le coup. Un allumage électronique, typiquement, c'est un équipement qui, oui, là, fait vraiment la différence dans l'usage du véhicule. Mais là, pour le coup, une ligne inox, bon, bah, c'est bien, ça fait plaisir, mais c'est pas. Oui, bon, bah, il n'y a pas beaucoup d'infos quand même, donc ça peut être intéressant d'y aller. C'est une F4 non vitrée, enfin, en tout cas avec une vitre qui a été stickée, donc pardon, si, en fait, elle est vitrée. Donc, bon, pour tous les jours, voilà, pourquoi pas. Maintenant, moi, je sais pas, elle m'a l'air un peu tristoune quand même, cette voiture. Après, elle est à voir. Hein. Encore une survivante, bon, 6500 €, 6500 €, oui, 80 000 km, très bien. Bon, elle a 2 ans, enfin, fait de trophy il y a 2 ans. Un arrière de F6, il y en a beaucoup qui font ça, effectivement, puisque comme la Renault 4 F6 avait une plus grande capacité d'emport, le train arrière est renforcé, il est vraiment plus carré, plus épais. Donc c'est plutôt une bonne chose. Le radiateur neuf, c'est très bien. Peinture, très bien aussi. Bon, ok. Les accessoires qui sont précisés ici. Encore une fois, c'est une berline, donc avec les sièges baquets en plus, là, je vois. Bon, c'est pas forcément une très bonne idée pour ce qui est de l'aménagement à l'intérieur, mais c'est vrai que c'est confortable. Mais là, quoi qu'il arrive, vous allez devoir dormir à l'extérieur, quoi, en tente. Des pneus Blackstar, alors il y en a beaucoup qui se montent un peu la tête avec ça. Les Blackstar, en vrai, c'est des bons pneus pour ce qui est du tout-terrain. Maintenant, c'est vraiment pas essentiel pour une Renault 4. À la limite, il vaut mieux avoir des pneus route traditionnels, même pour aller dans le désert, parce qu'au moins vous creusez pas le sable. C'est-à-dire que si vous êtes enlisé, vous n'allez pas vous enfoncer encore plus et aussi vite qu'avec des Blackstar, par exemple. De tous les trophistes que j'ai pu accompagner dans des restaurations, dans des rénovations avant de partir au raid, ça a jamais trop été une question et ils s'en sont jamais plaints au retour. Donc les Blackstar, moi je trouve que c'est un peu surcoté. Mais bon, voilà, bon. Oui, ça peut être intéressant aussi le lot de pièces quand vous achetez une voiture qui a fait le trophy. Généralement, il y a un lot de pièces. Bon, vérifiez quand même l'état des pièces parce que vous payez ça dans le prix de la voiture. Et par exemple, je veux dire l'évidence, mais des courroies, bah ça périme des courroies. Désolé. Mais donc du coup, regardez quand même un peu l'état des pièces aussi quand vous allez jeter un œil à la voiture, si c'est vendu avec. Mais là, la voiture, encore une fois, bon, il n'y a pas beaucoup de photos. Mais encore une fois, celle-ci, par exemple, si elle a fait qu'un raid, ça peut être intéressant. Un peu cher quand même. Alors, celle-ci, une F6, donc vraiment la plus grande. Ça, pour le coup, c'est plutôt pas mal. Bon, encore une fois, ah, bah voilà. Oui, bah ça, par exemple, c'est une super bonne nouvelle. A priori, ça veut dire que le châssis est soit neuf, soit qu'en tout cas la tôle du plancher a été refaite, a été repointée. Châssis refait à neuf. Donc ça veut dire que c'est pas bon, il faut s'assurer que c'est bien fait. Mais en tout cas, ça c'est vraiment une bonne nouvelle parce que on avance avec un châssis vraiment propre. Et encore une fois, c'est la vraie maladie. Hein. Donc des amortisseurs changés. Elle sort de la révision complète du garage. Donc je ne sais pas si toutes ces rénovations ont été faites après le châssis, après le trophy. Mais système de refroidissement, bon, très bien, voilà. Bon, a priori, tout est plutôt propre. Un carburateur propre, ça fait toujours plaisir. Pour l'instant, de ce que j'ai vu à chaud, c'est en tout cas l'exemplaire qui m'intéresse le plus. Si je devais faire un raid en 4L, en tout cas, ça peut être intéressant. En plus,
Et en plus, elle a fini 110e au classement. Bon, on s'en fout. Mais c'est bien. En tout cas, c'est un moteur, c'est bien le 1,1 litre Cléon. Bon, voilà quoi, c'est très bien. Pour l'instant, c'est celle qui est la plus intéressante. Ah bah là, et du coup, là, une autre F6. On va accélérer un petit peu, mais grosso modo, bon, il nous laisse les stickers, c'est bien gentil. Bon, on s'en fout un peu. Ce que je laisse dans la vente, des rotules, des pièces, bon voilà. Encore une fois, et là, il vous vend quasiment autant les pièces que la voiture. Bon, c'est gentil. La voiture a l'air propre, hein, la peinture a l'air neuve, mais j'espère que le châssis, il y a pas de commentaire sur le châssis. Le moteur, ça a l'air plutôt pas trop mal. Il y en a pas de, enfin, après voilà quoi. Le faisceau, tout a été repiqué en plus sur le faisceau de façon un petit peu bordélique. Bon, c'est pas forcément une prépa très pro, mais pourquoi pas. Pour l'instant, celle d'avant, elle m'intéresse plus que celle-ci. Ouais, carrément même. Donc là, on part sur encore une trophy, j'imagine. 92, donc ça c'est une des dernières. Hein. C'est 92, 93, je crois, les dernières. Avec un toit ouvrant. Souvent ils mettent un toit ouvrant de Twingo. Full équipé, hein, visiblement. Est-ce qu'elle a fait vraiment un trophy ou pas? Ouais, bon, bah, vous voyez un moteur, du coup le 1,4 litre de Renault 5. Bon, c'est une base Cléon Fonte aussi, mais n'oubliez pas que si jamais il y a un souci, vous êtes le seul à avoir une configuration moteur un peu particulière. Après, c'est des moteurs voisins, hein, c'est des moteurs cousins, c'est même le même agencement, donc pourquoi pas. Les 4 freins indices Renault 5, ça peut être pas mal. Siège d'Alpha, bon. Pour celui qui ne veut pas nécessairement un véhicule d'origine, mais d'un autre côté qui est passionné de 4L et qui voudrait surtout en rouler une très très régulièrement, voire même en faire un daily, c'est pas forcément bête. Si le châssis est sain, surtout, c'est pas forcément bête d'aller vers ce genre de préparation. Voilà. Après, 6005, ouais. Après, si tout est bien fait, en vrai, ça peut être intéressant. Ah oui, alors j'avais pris ça parce que là, c'est vraiment les prépas, les grosses prépas très douteuses. Ça pourrait être intéressant. Vous pourriez vous dire, bon là, c'est 10 000 euros. Bien sûr que, enfin, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est, à mon sens. Mais on pourrait être tenté d'aller vers des prépas comme ça, un peu excentriques pour faire un trophy. Moi, je vous le déconseille vraiment fortement parce que d'un point de vue structurel, vous savez pas si ce qui a été renforcé ou pas. D'un point de vue mécanique, on voit que c'est un bloc Alpine. Alors ça doit être intéressant, hein, je dis pas. Mais encore une fois, hein, vous êtes le seul à l'avoir ce moteur-là. Et là, pour le coup, c'est vraiment un moteur spécifique, donc vraiment à faire attention. Kits sympas qui ont été montés dessus. Encore une fois, c'est autant. Chaque fois que vous ajoutez un accessoire comme ça, bah c'est une possibilité de plus de panne en fait. Donc moi je suis pas forcément emballé là-dessus. Voilà. Châssis renforcé, bon bah c'est bien. Combiné fileté, ça peut être sympa quand même. Un gros réservoir non homologué, bon, bah, soit. De toute façon, en France, la plupart des modifications qui sont faites sur les voitures sont pas homologuées et pas homologables. Vous n'avez juste pas le droit de rouler avec, donc c'est compliqué. Mais elle a fait une course, elle est revenue, c'est bien. Bon, j'ai vu qu'il y avait en plus une casse, voilà. Elle a pu la boîte sympa, voilà, cassée pendant la course. Bon bah typiquement, vous voyez, c'est un nid en merde, faut pas y aller. Mais donc des prépas un peu excentriques comme ça, vous passez votre chemin. Ah oui, j'avais retenu cette annonce-là parce que 2000 euros. Alors vous voyez le truc, ça fait un peu peur. Et vous vous dites bon, où est-ce qu'on va là-dessus? Sauf que la voiture est déjà complètement démontée. Donc si vous ne trouvez pas une affaire dans votre budget qui tienne la route
directement sans travaux, ben je me dis que faire une rénovation qui est déjà amorcée, alors faut faire attention, y aller peut-être avec quelqu'un qui en a déjà fait une, mais je trouve que ça peut être une bonne idée. Là, ça fait un peu peur, mais pour 2000 balles, vous avez une voiture qui est déjà du coup à prêter, peinture à faire, bon d'accord, moteur prêt s'il a été restauré correctement, et ça se vérifie assez rapidement, hein. Bon bah pourquoi pas, vous pouvez même le faire tourner sans qu'il soit dans la voiture, le moteur, hein, donc au moment de l'essai, faites essayer les choses. Les joints, les machins, ok, il y a beaucoup de choses. Châssis refait, beaucoup de pièces neuves. Les freins, les rotules, les réservoirs, la pompe à eau. Moi, sur ma restauration, j'ai eu pour à peu près 1000 balles de pièces, hein, donc c'est pas négligeable. Hors moteur et hors, donc pourquoi pas. En vrai, s'il y a plus qu'une peinture à faire, une peinture, vous pouvez vous en sortir pour 1005 si vous arrivez à vous faire sponsor par un peintre. Après, une peinture complète, déjà démontée comme ça, max 2000 euros, vous pouvez en avoir une. Du coup, pour 4000 euros remontée, vous pouvez avoir une voiture franchement en bon état. Donc, au final, c'est peut-être là où pourrait se porter l'intérêt. Au final, c'est peut-être une bonne option. Et voilà, donc je vous disais là tout à l'heure, je vous parlais du coup des éditions particulières. On termine avec la parisienne. Bon bah voilà, estimation 15-25 000 euros. Bon, il faut déjà la trouver, hein, la voiture. Il faut vraiment la trouver. Et puis ouais, bon, d'accord, ok. La collection se fiche de l'état, visiblement. Regardez ça. Au moins, ça me permet de vous montrer un peu les points à surveiller. Donc là, effectivement, on est ici, c'est le carter, donc ici, c'est l'avant de la voiture. Et tout le berceau ici à l'avant a tendance c'est de la tôle superposée, donc l'humidité reste là-dessous et donc bouffe tout le U là autour du berceau. Donc oui, et là on est au niveau du support de cric à l'avant, donc voilà ce que vous pouvez retrouver. Là c'est le typique de la peinture qui est boursouflée, voire même, oui non si c'est ça, c'est boursouflé. Donc là la caisse elle est flinguée aussi. Oui bon bah voilà, enfin bon. Là, la bagnole est morte. Il n'y a pas d'autre mot. C'est une parisienne, voilà. Mais bon, 25 000 euros pour une bagnole morte, voilà. Donc la collection, quand on parlait de cotes qui s'étaient envolées, on est en plein dedans là. Il va falloir que ça se calme sur le. Faut dire que c'est corrélé parce que il y a la 2 chevaux dont la cote c'est pareil, c'est emballé complètement. La 2 chevaux Charleston c'est pareil, 30 000. Donc ça s'est répercuté derrière sur les autres modèles populaires. Et typiquement la Renault 4 et ses séries plus anciennes, ça a complètement flambé. Je voulais vous montrer du coup par comparaison, voilà un modèle qui peut être beaucoup plus raisonnable en termes de. Là c'est des enchères, donc c'est ce que les gens ont voulu mettre dedans. 7003 pour une Renault 4 de collection avec le fameux clignotant rond là que j'adore. Ça, je surkiffe ce truc. La première calandre qui fait la tête, là, c'est avant la calandre aluminium des années 70. Mais là, voilà, ça, c'est le vrai prix, quoi. C'est une voiture tout à fait propre, elle est super propre. On peut aller sur la galerie photo. Je fais pas de pub pour benzine, hein, mais je trouve que c'est pas forcément une mauvaise idée, là, pour le coup, les enchères sur des véhicules dont la spéculation a fait son œuvre. Voilà. Puis là, vous voyez un petit peu pourquoi une 4L des années 60 ne fait pas de raid ou est pas forcément recommandée dans un usage quotidien. Bah typiquement, la sellerie, vous allez pas l'endurer très très longtemps. Hein. Voilà. Puis c'est les anciens tableaux de bord, vraiment. Et puis c'est encore une fois, c'est une voiture de collectionneur, quoi. Donc avec le moteur Billancourt qu'on reconnaît parce que au premier coup d'œil déjà vous pouvez le reconnaître. Le radiateur il est vraiment à l'avant par rapport à la boîte de vitesse. Oh putain. Voilà. Ici vous remarquez que la boîte de vitesse est vraiment tout à l'avant et le radiateur à l'arrière avec un ventilateur qui est mécanique, qui est alimenté par une courroie moteur.
Et donc ça, c'est un moteur, un Billancourt. Alors que le Cléon, le moteur est de l'autre côté. Il me semble qu'on en avait vu un tout à l'heure. Hop. Tant que je retrouve. Voilà, typiquement, ça, c'est un moteur Cléon fonte avec un radiateur. La boîte de vitesse est ici entre le radiateur et le moteur. Donc, oui, ben voilà, la spéculation, quand elle est régulée, ben, on arrive à des prix qui sont tout autres. Ah, je vous avais mis une autre offre de voiture de collection, mais visiblement, elle a trouvé preneur. Bon, vous avez quand même une Renault 4 de 67, 13 000 balles. Bon, allez, on va clôturer ici. De toute façon, on a fait un peu le tour. J'espère que vous avez retenu, enfin, un peu compris où je voulais en venir sur les comportements à adopter pour choisir correctement votre 4L pour un usage régulier. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. Et ben voilà, je vous dis à bientôt et gros bisous. Salut!